Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Tellement excitée aujourd'hui. Je suis à nouveau avec Marie-Michel Ricard. Salut Marie-Michel! On est contente! Ça va bien, merci toi! Comment ça va? On est contente, on est contente! Hey, oui, merci d'avoir accepté ma troisième invitation sur le podcast. Rien de moins, là, tu vas être rendue la merci pour l'invitation du podcast. Puis pour les gens qui ne te connaissent pas, Marie-Michel, tu es psychoéducatrice, psychothérapeute, cofondatrice de la clinique Imavie. Prof. Tu es psychothérapeute, oui, je l'ai dit, hein. Wouhou! Tu es autrice, c'est ça que je voulais dire aussi, autrice de plusieurs livres, mais là, on vient parler de ton troisième bébé pour un livre qui est destiné aux adultes. Tu avais aussi le livre de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, puis Pour que mon corps soit, sur lesquels, dans le fond, les livres que tu es venu présenter sur le podcast d'ailleurs. Puis tu es prof aussi, c'est ça que tu t'en allais préciser. Tu as un bon long titre. Mais tu m'as très bien présenté. C'est mon troisième bébé avec toi, mais c'est mon 8e bébé de livre. En fait, j'ai beaucoup de chapeaux. Oui, c'est ça. Mais les gens me connaissent au niveau des réseaux sociaux beaucoup plus pour le chapeau professionnel. Là. J'ai une expertise en image corporelle, en troubles alimentaires. Je parle beaucoup des traumas aussi, traumas complexes, puis tout ce qui touche la personnalité aussi. Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être pas nécessairement de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais il y a quand même un lien très important entre les troubles alimentaires, l'image corporelle, puis les traumas. Peut-être qu'on s'en parlera à un moment donné. Fait que c'est pour ça que je marie tous ces thèmes-là. Puis je travaille avec une clientèle majoritairement adulte. Puis adulte, ben ça inclut les parents aussi. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je suis tellement contente. J'ai reçu ce bébé que je vais présenter à la caméra. Bon, c'est flou un peu. Merci de mieux le présenter. En plus, moi, mon image est en miroir. C'est tout pour aider pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Donc, le corps pris en otage, agir quand un trouble des conduites alimentaires s'empare de notre enfant. Pour vrai, là, Marie-Michel, j'ai tout aimé tes livres. Mais c'est le livre que j'ai le plus appris parce que moi aussi, ma clientèle est adulte. Moi, je travaille avec les mamans, mais je travaille pas avec les mamans d'enfants qui ont un trouble alimentaire. J'ai énormément appris, puis il est tellement visuel, pas en termes qu'il y a des images, mais vous exprimez beaucoup de choses avec des images. Je suis tombée en amour, je l'ai littéralement dévoré. Puis là, je dis vous parce que tu l'as coécrit aussi avec ta collègue. Oui, exactement, Annie, très important parce que celui-là, il est coécrit, comme tu dis. Puis Annie, c'est important de le dire aussi, c'est ma cofondatrice. On a cofondé la clinique ensemble. Oui, fait qu'on a écrit ce livre-là ensemble, puis ça a toujours été un projet d'écrire, tu sais, ce livre-là vient de naître, c'est notre bébé ensemble, mais ça fait tellement longtemps que c'est un projet ensemble qu'on avait en tête. Mais je suis contente que vous l'ayez fait parce que honnêtement, puis on va en parler en long et en large, mais j'ai tellement de clientes qui ont ces questionnements-là. Mais tu sais, je vais garder du punch, mais tu sais, tu dis que tu travailles pas nécessairement tu travailles avec des mamans, mais pas nécessairement des mamans qui ont des enfants qui ont des problématiques, mais en même temps, je me dis, ces mamans-là, c'est tellement fréquent que les mamans ou les parents en général aient des inquiétudes ou en ce qui a trait à mais comment est-ce que je peux faire pour ne pas transmettre ces inquiétudes-là? Comment est-ce que je peux faire pour pas que mon enfant développe les mêmes problématiques que moi, que ce soit au niveau de l'image corporelle, que ce soit au niveau alimentaire? Puis ce livre-là, bien que le sous-titre, ça soit agir quand un trouble, tu sais, des conduites alimentaires s'empare de l'enfant, mais tu sais, probablement que tu t'en es rendu compte en lisant le livre, c'est pas nécessairement, ça s'adresse pas seulement quand le trouble alimentaire diagnostiqué est là. Tu sais, on a vraiment eu un souci puis là, tu sais, peut-être que je suis trop rapide, là, mais on a vraiment eu un souci de s'adresser... Non, je suis contente que tu parles de vraiment adresser des manifestations, de vraiment regarder les comportements, puis vraiment les parents qui ont des inquiétudes, puis de regarder est-ce que mon enfant a un trouble alimentaire, est-ce que mon enfant a des préoccupations qui sont dites normal? Est-ce que c'est un petit peu trop préoccupant? Justement, la question que je posais tantôt, comment faire pour pas que mon enfant se rende là? Alors, c'est un gros continuum, là, c'est vraiment large comme clientèle, et ce livre-là va répondre à toutes ces questions-là. Puis même le parent, en fait, qui a eu un trouble alimentaire, ça va s'adresser à ces parents-là. Exactement. C'est ça.
Je suis vraiment contente que tu en parles. C'était une de mes questions parce que tout le long, en lisant le livre, ce que je me disais, c'est, mon Dieu, il ne faut pas que les gens s'arrêtent à troubles des conduites alimentaires parce que ces questions-là de maman, là, j'en ai plein, puis les réponses sont là. Puis pas juste les réponses théoriques, c'est qu'il y a vraiment du pratico-pratique, il y a des pistes de réflexion, il y a comment s'adresser, qu'est-ce qui est une bonne idée, qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée avec des exemples. Là, ça doit être ton côté psychoède qui ressort ou juste c'est ta personnalité tout court, mais il y a du concret, en voulez-vous, il y en a, ça me parle énormément et ça parle à mes clientes aussi, ça va parler à mes auditrices, c'est sûr, parce que c'est toujours ça. C'est comme, oui, je comprends la théorie, là, mais dans le concret, là, si je fais ça, c'est correct ou c'est pas correct? C'est quoi que je pourrais faire à la place? T'sais? Les outils, là, puis tu sais, j'imagine que les parents, ils en ont déjà jusque-là. Là, je fais une main au-dessus de la tête pour dire, justement, tu sais, il y a tellement de questions à se poser quand on élève un enfant. Là, je suis juste belle-mère, puis je me pose énormément de questions, puis j'ai l'impression de rien savoir. Puis là, en plus, il y a des préoccupations reliées à l'image corporelle ou l'alimentation. C'est sûr que... Moi, te dire une affaire, enlève le juste dans ta phrase. Être belle-mère, c'est un rôle aussi important qu'être mère. Fait que voilà, enlève le juste dans ta phrase. Mais effectivement, ce sont des questions qui sont importantes. Puis c'était un grand souci pour nous d'être très concrète, mais d'être très complète aussi dans ce livre-là. Puis là, je sais pas, tu sais, le monde qui n'a pas lu notre livre, je sais pas s'ils s'attendent à retrouver une brique de 1700 pages. C'est pas ça pantoute, parce que, tu sais, c'est quand même... Ils vont se dire, mon Dieu! Non, mais ça donne l'impression que tu as lu quelque chose de gros en peu de temps, parce que tu ressors avec tellement d'outils. Puis, tu sais, même à la fin, vous avez pris la peine de mettre un tableau résumé de tous les outils, puis à quelle page on les retrouve. Tu sais, c'est le genre d'affaires que, justement, je me pose la question là, j'ai pas le goût d'aller chercher dans le livre. Mais on voulait pas... Là. Ben, c'est ça. Tu l'as. C'est comme l'attention au détail, là. Mais non, mais c'est... Bon, merci. Mais tu sais, à un moment donné, on écrivait, je me souviens, moi puis Annie, puis, tu sais, je veux dire, Annie est chercheur, là, tu sais, c'est une psychologue, mais elle est chercheur aussi, puis elle dit, pour vrai, Marie-Michel, on est des lectrices, là, elle et moi, mais elle dit, tu sais, quand tu lis un livre, là, pour vrai, tu le lis-tu au complet? Puis j'en ai lu des livres, là, j'adore lire, mais il y en a plusieurs que je ne lis pas au complet. On va chercher ce qu'on veut dans le livre. C'est régulier, ça. Puis on les connaît, nos clients, ils vont faire la même chose. Donc, on voulait pas écrire un livre où est-ce que les parents étaient obligés de commencer au début, puis de se rendre jusqu'à la fin, chapitre après chapitre. On a dit, ben voyons, ils le feront pas. En plus, avec un enfant malade, un enfant souffrant, avec une urgence d'agir, ben voyons, ils vont acheter le livre avec un besoin, ils vont l'ouvrir, ils vont se décourager, puis ils vont le mettre sur la table, ça va finir là. Fait que c'était très important pour nous d'avoir évidemment toutes les informations nécessaires, mais que le parent était en mesure d'aller chercher ce qu'il voulait au moment où est-ce qu'il en avait besoin. Donc, pas obligé de commencer au début pour se rendre jusqu'à la fin. Tu peux l'ouvrir, tu vas chercher ce que tu as besoin, puis tu piges. Ça, c'était vraiment un souci qu'on avait. Ah, puis c'est clair, là, tu sais, c'est pas des... C'est comme tu sais... Juste en lisant le nom des chapitres, tu sais où aller chercher, tu sais ce que tu as besoin. C'est vraiment... Ouais, honnêtement, chapeau, là. C'est vraiment... Ça paraît que ça a été bien réfléchi, mais réfléchi longtemps aussi. Mais tant mieux! Ça m'a vraiment impressionné. Bref, puis c'est vraiment comme outil parce que... Puis je vais dire ça de chacun de tes livres, mais ça n'existe pas tant que ça, cette information. Ben, c'est pas tant que ça n'existe pas, cette information-là, tout au même endroit. Tu sais, je m'en fais poser souvent ce genre de questions-là, puis on est tout le temps comme un peu, ben, comme c'est pas tant mon champ de compétences, je sais pas quoi te répondre, tu sais, c'est plus de la psychologie, c'est plus de la psychoéducation, on est vraiment dans le traitement du trouble alimentaire, mais même avant ça, tu sais, hey, mon enfant arrive avec tel type de commentaire, qu'est-ce que je fais? Bonne question. Puis des outils pour en avoir cherché, puis des références, il y en a, mais qui regroupent tout ça. Là, ça va vraiment être précieux. Puis honnêtement, je pense que, puis je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, mais j'ai l'impression que tout le monde devrait avoir ça dans sa trousse pour justement faire un peu, est-ce que ça peut être utilisé un peu en termes de prévention de, tu sais, oui, ça parle du traitement des troubles alimentaires, puis oui, il y a des sections que c'est vraiment adressé à l'encadrement de l'enfant qui a un trouble alimentaire ou l'adolescent, mais est-ce que ça pourrait être aussi... J'ai vu plein d'outils que je me disais, hey, ça, là, en prévention, justement, tu sais, quoi dire, quoi faire attention à comment dire les choses, comment intervenir auprès de mon enfant quand il fait un commentaire sur le poids ou l'alimentation. Est-ce que, justement, ça, les parents, ils pourraient s'en servir pour tout à fait. Absolument, finalement. Tu le dis très bien. En prévention, c'était un autre de nos soucis. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme si on a un objectif principal qui est de
agir quand le trouble alimentaire est présent dans la famille. Fait que ça, c'était vraiment notre objectif principal, outiller les parents. Mais ensuite, c'était vraiment beaucoup plus large que ça. Donc, agir en prévention, agir auprès des intervenants aussi, agir auprès de tous les proches. Donc, les grands-parents qui sont très souvent oubliés, puis qui se sentent isolés parce que, justement, les parents sont vraiment très surchargés, puis ils en ont, tu sais, jusque-là, justement, de s'occuper de l'enfant qui souffre, puis eux autres aussi, en tant que parents, qui souffrent. Donc, le livre est, tu sais, c'est marqué, tu sais, que c'est pour... en fait, on l'a pas écrit dans le titre que c'est pour les parents, mais vraiment, c'est un outil, on le nomme à plusieurs places dans le livre, que c'est, tu sais, en tant que parent, en tant que parent, en tant que parent, sauf que c'est pour les proches en général. Fait qu'on a plusieurs objectifs secondaires comme ça. Donc, intervenants, proches en général, en prévention, en post-vention aussi, donc prévention de la rechute. Oui, oui, ça aussi, vous l'abordez bien, tu sais, même à la fin, est-ce que ça se guérit? Oui, ça se guérit, mais oui, si la rechute revient, à quoi m'attendre? Ça peut prendre combien de temps? C'est toutes des questions qu'on se pose, veut pas, là, c'est certain. Puis même, tu parlais de l'entourage. J'ai vraiment apprécié aussi que vous abordiez la fratrie, tu sais. Oui, comme parent, l'importance de prendre soin de soi et tout, mais quand on a un enfant malade, c'est vrai que comment on gère ça avec le reste de la famille pour pas que ça éclabousse trop non plus. Puis c'est quoi les pièges, tu sais, qu'est-ce qu'on a tendance à faire comme type d'erreur et tout. Comme tout ça a vraiment été bien pensé, là. C'est Mais tu sais, en fait, c'était même facile pour nous parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi et Annie, puis d'autres de nos collègues à la clinique, on offre ce service-là qu'on appelle le service de coaching parental depuis des années. Quand on a ouvert la clinique, on a été la première clinique, à ma connaissance, à offrir ce service-là pour les parents au Québec. Après, à ma connaissance, il y en a d'autres qui ont commencé à offrir ce service-là, mais dans ces années-là, il n'y en avait pas. Et puis, les services, les besoins, pardon, étaient évidemment très, très, très présents. Les parents se sentent, ce qu'on nous dit, évidemment, ce qu'on nous rapporte dans nos bureaux, se sentent isolés, se sentent démunis, se sentent en colère, se sentent incompris, ont besoin d'aide. Alors, dans le fond, quand on a commencé à écrire le livre, on a réfléchi, on a regardé nos parents qui venaient nous voir, puis on a écrit leur livre, finalement. C'était ça notre souci, hein? C'était comme de leur redonner, finalement. C'était de répondre à leurs questions. Alors, c'est petit, puis tu as tout à fait raison, tu sais, les personnes qui me connaissent bien me disent, écoute, on te reconnaît dans le livre, puis ils reconnaissent Annie aussi, c'est très complémentaire. Mais tu sais, les petits bouts de questions de comme très clair, là, question-réponse, là, ben ça, c'est moi. Tu sais, c'est comme, moi, j'ai... moi, là, c'est comme, pose-moi une question, je te réponds. On a besoin de savoir, on a besoin d'être rassuré, puis tu sais, évidemment, il y a des questions qu'on n'aura pas nécessairement la réponse si claire que ça, mais on a quand même besoin d'avoir une piste de réponse. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de savoir que, puis là, on parlera des mythes un peu plus tard, mais on a quand même besoin d'avoir un chemin sur lequel s'enligner. C'est complexe, les troubles alimentaires. Il n'y a pas un parent qui veut voir son enfant souffrir. Et là, c'est ça qui se passe. Alors, dis-moi ce qui se passe. Aide-moi à comprendre. Puis dis-moi surtout, c'est-tu moi qui ai fait ça? Ça, là, c'est énorme, la charge avec laquelle le parent arrive. Puis souvent, c'est ce qui va bloquer. C'est l'obstacle qui va se dresser, qui va faire en sorte que le parent, il viendra pas chercher de l'aide. Alors, ce livre-là visait aussi à les atteindre, ces parents-là. Le parent qui, bien malgré lui, a pas été en mesure de venir chercher de l'aide parce que cet obstacle-là, c'est-à-dire la responsabilisation, qui est fausse en passant, ben le parent a cru que c'était de sa faute et il a pas voulu se faire dire oh, « mais qu'est-ce que t'as fait? » Puis c'est tout à fait faux. Jamais on va dire ça parce que c'est un mythe de croire que les parents sont à blâmer pour. Hein, c'est multifactoriel, un trouble des conduites alimentaires. Sauf qu'il y a beaucoup de parents qui viendront pas chercher de l'aide parce qu'ils croient à tort qu'ils ont causé le trouble de leur enfant. Alors, on s'est dit, si ce livre-là peut ouvrir la voie et peut redonner du pouvoir à ces parents-là et peut les aider et leur donner, ben là, je me répète, mais redonner du pouvoir, mais aussi
outillé, comme tu dis, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de stratégies. Définitivement, on aura atteint beaucoup d'objectifs avec ça. Ah, mais certainement. Puis tu parles, puis ça me fait juste penser à, tu sais, tous les parents, beaucoup, on va penser beaucoup aux femmes, mais il y a des hommes aussi, là, mais tu sais, les mamans qui se disent, mais oh mon Dieu, tu sais, ma crainte principale, c'est de donner mes préoccupations à mon enfant. Fait que j'imagine pas si mon enfant développe un trouble des conduites alimentaires, à quel point je peux vivre la culpabilité, alors que, comme tu dis, c'est multifactoriel, puis c'est pas du tout ça. Tu sais, il y a des enfants qui en développeront jamais. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais ça aussi, ça doit être pesant, puis ça doit être lourd, puis c'est quand même une grosse charge pour le parent parce que c'est un peu faut comme, de ce que j'ai compris dans le livre, en tout cas, puis de ce que je comprends de mon rôle de belle-mère, il y a beaucoup d'introspection, hein? Il y a beaucoup de, faut que j'apprenne à me connaître, faut que je comprenne mes réactions, faut que, ça force un peu à se regarder dans le blanc des yeux, tu sais, puis se voir soi-même, puis faire un travail de ce côté-là aussi, toute la régulation émotionnelle comme parent aussi, tu sais, par rapport à tout ce qui se passe, on a tous des moyens de vivre ça différemment, fait que ça aussi, là, c'est quand même, c'est très bien abordé dans le livre, puis on ressent pas de la culpabilité du tout à le lire, là. Ça fait juste comme comprendre, c'est pourquoi je réagis de cette façon-là, puis je trouve que c'est un bon point de départ. Je suis contente de t'entendre parce que t'es la première personne, tu sais, qui l'a lu vraiment au complet, qui m'en reparle. Puis on avait tellement un souci d'y aller doucement parce que ce sont pas des sujets faciles à aborder. Tu sais, là, tu fais référence probablement au chapitre de la validation émotionnelle, puis au chapitre mais il y a aussi le chapitre des comportements d'accommodation qui est pas facile non plus. Donc, effectivement, ce sont des chapitres où est-ce que le parent aura pas le choix de se regarder. Puis, effectivement, tu sais, même si d'une part, on dit que c'est multifactoriel, puis que c'est faux de penser que le parent est responsable, mais le parent, comme tu dis, aura pas le choix de faire un état de conscience puis se dire, est-ce que ça se peut que bien malgré moi, en ce moment, dans la maison, en voulant aider, j'ai mis en place des comportements d'accommodation, c'est-à-dire des comportements qui visent à accommoder le trouble. Donc, en voulant aider mon enfant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé la maladie. Exemple, en voulant diminuer la détresse de mon enfant, j'ai accepté d'aller acheter de la nourriture diète, de la nourriture faible en gras. Puis ça l'a aidé mon enfant était content. Puis moi aussi j'étais contente, on s'est pas chicané ce soir-là. Malheureusement, sans m'en rendre compte, j'ai donné du pouvoir aux troubles alimentaires. Et là, je vais me rendre compte que c'était pas un comportement adéquat. Puis ça, peut-être que j'aimerais pas ça lire ça parce que ça va me faire prendre conscience qu'il va falloir que je modifie mon comportement. Fait que c'est pas nécessairement le fun à lire. Ça peut me causer de l'anxiété, puis ça se peut que je me sente coupable aussi, ça se peut très bien, ça se peut que ça me fâche, ça se peut que, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent surgir à l'intérieur de moi. Puis le chapitre de validation émotionnelle, comme tu dis, mais ça se peut que je me rende compte que, j'ai peut-être plus de problèmes à réguler mes émotions que je pensais. Ça se peut, tu sais. Oh oui! Oh oui! En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'avais vécu ça, justement, dans ma relation, enfant, beau-parent, puis c'est quelque chose que j'avais pas tant réalisé, mais c'est tellement riche d'apprendre à se connaître dans ça, parce que c'est sûr que ça aide la suite des choses après, mais ça prend quand même une bonne ouverture d'esprit, puis il faut le faire, ce travail-là, mais de la façon que c'est amené. Tu sais, il y a même des images, tu sais, quel genre de comportement au niveau, tu sais, c'est quoi, comme mes réactions émotionnelles, mes réactions comportementales, là, il y a des liens avec des métaphores animales qui sont sorties. Je trouve qu'on se reconnaît rapidement, puis vous expliquer pourquoi ça peut être dommageable, ça aussi. Fait que c'est pas amené en pointant du doigt ou en voulant se culpabiliser. Au contraire, ça amène à se poser des questions, puis ça fait même comprendre certaines réactions après, parce que là, on parle du trouble alimentaire, mais je trouve que dans d'autres situations, je faisais des parallèles aussi. Tellement, parce que vraiment on pourrait prendre en fait, on pourrait quasiment toutes les prendre. Je vais revenir à ce que tu disais tantôt. Tous les chapitres seraient applicables partout sans trouble alimentaire. Mais mettons, on pourrait prendre le chapitre de validation émotionnelle, puis appliquons-le dans toutes les familles. Il est hyper pertinent, ce chapitre-là, partout, tu sais. Puis effectivement, il n'y a aucune culpabilisation. Puis on se rappelait encore là, dans nos bureaux avec les parents, la question qui revenait ou qui revient encore souvent, c'est
oui, c'est important. Là, je le caricature un peu, là, tu sais, mais oui, c'est important, la validation émotionnelle. Comment? Oui, Dis-moi comment, Marie-Michel. Comme je t'ai entendu, je te crois sur ouais, c'est parole, ça. c'est super important. Oui, Dis, formule-les pour moi, parce que là, pour vrai, là, je suis dans le néant. Fait que, comme, comment? Ben, oui, mais on c'est l'a ça. écrit dans le livre, C'est c'est ça. formule-les de même. Oui, Dis cette phrase-là. mais c'est ça. Fait que, mais c'est Mais super ça, là, oui, important. c'est ça. Mais ça, là, c'est Parce que, riche. Oui. Tu sais, j'imagine même pas, là, être dans le trouble, là, à côté, avoir de exact. l'anxiété, être brûlé mentalement. Tu comprends, mais puis tu sais, c'est comme quand tu le jettes. Puis je relate beaucoup, là, puis c'est pas parce que j'ai pas d'enfant qui a un trouble alimentaire, mais je relate beaucoup parce que moi, nommer les émotions, là, c'est vraiment comme difficile, là, moi, en tant qu'adulte. Fait que de comprendre les émotions, puis d'en parler envers l'enfant ou l'adolescent, puis d'ouvrir une discussion sur le Mhm, sujet, je les ai pas, les mots, là. Je les ai pas, j'ai de la misère mhm, à les identifier moi-même. Fait que d'avoir des phrases comme ça facilitatrices, c'est aussi niaiseux que quand mhm. on dit la communication non verbale, de dire, au lieu de dire tu puis d'accuser, de dire, ben, moi, je me sens, là, ben, cette phrase-là, là, de parler au jeu, on la retient puis on la Ouais. comprend, mais je trouve que c'est le même Non, principe. non, non, je C'est trouve que loin ton un peu, là. exemple est hyper important, puis c'est pas niaiseux, pas en tout, parce qu'on a tous besoin, même les personnes qui ont peut-être plus de facilité avec la validation émotionnelle peuvent avoir un enfant qui développe un trouble alimentaire. Donc, de lire un livre comme ça, c'est aidant. Puis de se faire rappeler, écoute, même moi, parce qu'on l'a écrit à deux, ce livre-là, fait qu'on n'a pas écrit les mêmes chapitres, même moi, je lisais des chapitres, puis j'étais comme, mais voyons, c'est dommage intéressant, cette affaire-là. Tu sais, on lisait, puis c'est comme les deux, là, je veux dire, on se nourrissait du chapitre de l'autre, puis je veux dire, c'est important de se rappeler des fois ces règles-là. C'est des phrases qui sont très nourrissantes, puis on a besoin d'exemples concrets en tant que parents. C'est hyper important. Puis tu sais, tu parlais des métaphores, puis on a fait des entrevues radio, télé, puis souvent, je sais pas, les journalistes ont vraiment grabé les métaphores, puis ils disaient, mais pourquoi? Mais c'est ça, tu sais, pourquoi Mais vous avez utilisé des ça parle. métaphores? Puis j'étais comme, mais c'est hyper intéressant, des métaphores. Moi, je suis une personne qui utilise beaucoup de métaphores dans mes suivis thérapeutiques, mais c'est ça, puis, Moi, je suis mais visuelle, là. c'est zéro Oui, moi aussi. confrontant, des métaphores. C'est pas confrontant du tout, c'est C'est ça. visuel, Ah, c'est puis ça. on est capable de s'imaginer, c'est illustratif, on est capable de dire, ah oui, il me semble que je me vois là-dedans, puis c'est pas attaquant, on est capable de le voir, puis c'est comme facilement modifiable après. Là, je dis pas que c'est facilement modifiable en tant que comportement, parce que ça, des fois, c'est plus difficile, mais c'est facilement, on est Ouais. capable de se projeter plus facilement dedans. Alors, le chapitre au niveau des métaphores, c'est associé au comportement d'accommodation, fait qu'on est capable de faire une réflexion puis de voir, ouais, je pense que je suis plus, parce que dans le fond, le but, c'est de voir de quel type de parents on a adopté. Ouais, je pense que ces comportements-là, c'est ceux que j'ai adoptés. Puis après ça, ben, quel type de validation émotionnelle on apporte? Ouais, peut-être que je suis un peu plus anxieuse. Ouais, peut-être que je suis un peu envahissante finalement. Puis c'est tout à fait normal. Le but, c'est pas de devenir parfait. Ça aussi, on le nomme dans le livre. Il y a personne qui attend de vous là, que 15 jours au lendemain, là, on devienne parfait. Parce que ça aussi, c'est difficile d'avoir un enfant qui développe un trouble alimentaire. Fait que dans le livre, on donne plusieurs stratégies. Ils fonctionneront pas toutes de même, là. Fait qu'on va les mettre en place, on va les essayer, puis je peux vous assurer que, ben, ils fonctionneront pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les réessaye encore, puis encore, puis encore, puis encore. Ben, ouais, c'est bon, ça. C'est bon de le nommer parce que moi, la première, quand on essaie des nouvelles affaires, puis on n'est pas ça, là, je me remets dans un rôle qui sort complètement de ma zone de confort. Être bien mal. Je vais revenir à ces parallèles-là parce que c'est des choses que j'expérimente beaucoup. Puis les premières fois, c'est ça, tu essaies une nouvelle affaire, tu sors ton orteil là, de ta boîte, là, de ta pantoufle chaude. Là. C'est vraiment inconfortable. Tu n'as pas trop confiance en ce que tu fais. Puis tu te refais claquer la porte d'en face. Tu fais Mais oh! non, Ben, j'ai pas le goût de le réessayer, mais il faut que tu le réessayes. C'est pas que la stratégie est pas bonne, tu sais, c'est au contraire. Puis à force de le faire, c'est vrai, puis tu prends confiance, mais c'est important de le nommer parce qu'on a c'est tendance à ça. faire ah ben là ça marche pas, ça a pas marché, je me suis fait reformuler la Exact. ça C'est a pas comme marché, le mais soutien non. au repas, en fait. Tu sais, quand les parents viennent nous voir, habituellement, c'est pour un besoin de soutien au repas. Tu sais,
si c'était juste ce besoin-là, on aurait écrit juste ce chapitre-là, tu sais, mais c'est tellement pas juste ça le besoin, là, c'est pour ça qu'il y a comme 9 chapitres, là. Mais le soutien au repas, là, ils viennent nous voir, on enseigne le soutien au repas, ils reviennent nous voir, ben, il y a rien qui a marché, ben, je le sais. C'est normal. C'est comme, c'était écrit dans le ciel. C'est de même, ça marche. Ça marche pas. Puis ça marchera pas plus la semaine prochaine. Puis là, ben, ça va commencer à fonctionner. Puis il y a des choses, finalement, qu'on se rend compte que, ben, tu sais, vous m'avez dit que ça n'a pas fonctionné, mais il y a quand même certaines choses qui avaient peut-être fonctionné, mais on les a peut-être pas vues parce qu'on a comme conclu qu'il y avait rien qui avait marché. Puis là, ben, on met d'autres choses en place, puis on réessaye, puis on réessaye, puis on réessaye, puis on réessaye, puis finalement, ben, ça finit par fonctionner, mais c'est un rétablissement. Ça peut pas juste du jour au lendemain se rétablir, là. Oui. On aimerait ça, mais c'est ça. Mais c'est que le trouble alimentaire, puis vous l'exprimez bien dans le livre, c'est que c'est pas le parent face à l'enfant, c'est le parent face au trouble alimentaire, puis l'enfant se cache derrière. J'imagine que ça amène un degré de complexité de plus aussi, tu sais, on reconnaît pas son propre enfant premièrement, parce que c'est pas l'enfant qui parle, mais en plus, on est confronté à ce trouble-là. C'est sûr que ça doit être encore plus intimidant, puis encore plus déroutant, puis le sentiment d'impuissance doit être... Mais ça aussi, on avait un souci dans le livre d'expliquer ça, parce que les parents, souvent, ben évidemment, s'en rendent pas compte, ils connaissent pas la maladie, alors ils arrivent, je dis tout le temps, ils arrivent en séance, là, mais on parle du livre, là, mais ils pensent ou ils ont la perception que mon enfant, tu sais, mon enfant s'oppose, mon enfant veut pas, mon enfant est fâché, mon enfant, puis en fait, on avait vraiment le souci, puis c'est tout à fait normal là, que le parent réagisse comme ça, c'est ça qu'il y a d'en face, c'est ça qu'il voit. Alors, on avait vraiment un souci d'amener une vision différente, c'est-à-dire, en ce moment, ce que vous voyez, là, puis ce à quoi vous réagissez, c'est la maladie. Donc, il faut apprendre, puis c'est difficile à faire, mais c'est tout à fait possible, il faut apprendre à séparer le trouble alimentaire de l'enfant. Puis c'est ça l'analogie avec laquelle le livre débute. Séparer la maladie de l'enfant pour se rappeler que l'enfant est encore présent. Fait que quand il y a des paroles hyper blessantes, hyper méchantes des fois, hyper oppositionnelles, en déni des fois, que vous entendez, c'est pas l'enfant qui parle, c'est le trouble qui parle. Alors quand vous êtes en colère, là, puis vous avez juste le goût là, de ramasser votre enfant puis dire ben c'est ça, fais ta tête là. Ben en fait là, parlez au trouble. Là ton trouble là, il me fâche là. Là j'ai vraiment le goût de, mais parlez au trouble, pas à votre enfant. Parce que ce sont deux choses très différentes. Votre enfant est encore là. Puis c'est pas votre enfant. C'est le trouble, c'est la maladie. Ça, c'est important. Oui. Ça doit être important parce que, tu sais, comme tu dis, tous ces sentiments-là négatifs, c'est lourd à porter après, puis c'est dur de... Tu sais, quand t'es fatigué, t'es anxieux, t'es en colère, tu te sens impuissant, puis là, il faut que tu appliques tes stratégies, puis il faut que tu sois la grande personne, tu sais, qui régule ses émotions, puis qui va être capable de faire de la validation émotionnelle, puis t'écouter, mais si tu penses que c'est ton enfant qui te fait de l'opposition ou qui fait ça on pourra revenir au mythe, mais que c'est un passage, puis que c'est sa façon d'être temporaire, ou c'est la période normale de l'adolescence, là, je fais des guillemets, c'est pas le cas. Mais ça doit être difficile dans ce temps-là d'avoir le recul de faire « OK, non, mais il faut que je réagisse adéquatement à ça. Si je veux l'aider, ça va être facile de tomber dans l'émotion puisque ça prend le dessus. » Oui, puis tu sais, j'aurais le goût quand même de nuancer puis de dire, mais tu sais, la colère, à un moment donné, là, elle aussi, elle est normale. Tu sais, il y a des parents qui oublient que, là, à un moment donné, c'est parce que c'est normal que tu sois fatigué, là. C'est parce qu'il y a des parents qui s'oublient. Là, cette maladie-là, là, elle prend de la place. C'est sûr. Puis ça aussi, ça fait partie du livre. De pas oublier, tu parlais de la fratrie, tu sais, de pas oublier que il y a d'autres enfants dans cette famille-là. Faut pas les oublier, ces autres enfants-là. Vous avez un couple, souvent. Alors, comment prendre soin du couple? Vous, en tant que parent,
Donc, la personne humaine, comment continuer à prendre soin de soi, parce que cette maladie-là, tu sais, là, on parle de stratégie, comment favoriser le rétablissement. Ben oui, tout à fait, c'est super important. Ceci dit, on ne sera pas capable de favoriser le rétablissement si le parent ne prend pas soin de sa propre personne. Puis là, ben il y a le couple, puis là, il y a la fratrie, puis là, hey, ça en fait, là, des sphères, là. Mais cet équilibre-là est possible. Fait qu'on outille tout ça dans notre livre, on explique tout ça, puis c'est tout à fait possible. Puis est-ce que tu dirais que le livre, évidemment, ça remplace pas du tout les consultations, là, on s'en doute bien, là, mais est-ce que tu dirais que c'est un bon complément? Puis je m'explique parce que souvent, je vais prendre le parallèle avec la nutrition. Quand on travaille, exemple, la relation avec la nourriture, puis ce cheminement-là, ben on se voit pas plusieurs fois par semaine. Là, à la limite, on se voit pas nécessairement à toutes les semaines, mais ça dépend des cas. Mais entre les fois où on se voit, il faut que le travail, ça continue. Fait que ça prend des ressources pour s'aider, ça prend des livres, ça prend des podcasts, ça prend des articles, ça prend des outils réflexifs pour continuer le travail entre les séances. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez votre livre? Je te dirais un peu des deux. C'est-à-dire que le livre est tout à fait complémentaire, puis effectivement, jamais il va remplacer un suivi. Ceci étant dit, c'est pas vrai que tous les parents ont les ressources pour venir en suivi. Donc, ces parents-là peuvent très bien... On a vraiment conçu le livre pour qu'il soit autonome. Donc, il y a des parents qui vont acheter ce livre-là et c'est pas tous les enfants, tu sais, c'est pas tous les parents qui vont choisir de venir en suivi. Il faut être réaliste aussi, là. On les a pas tous les parents en suivi. Alors, ce livre-là se veut vraiment une ressource, là, très complète. On explique dans le livre, par contre, on a un chapitre où est-ce qu'on dit voici à quoi sert le suivi en externe, le suivi à l'interne, l'hôpital de jour, l'hospitalisation. Voici à quoi sert le suivi médical aussi. Donc, on explique le suivi complémentaire avec le ou la médecin. On explique à partir de quand est-ce qu'on devrait plus s'inquiéter puis aller voir une rencontre médicale. Réponse courte, on a besoin du médecin. Donc, ne jamais... Parce qu'on parle d'un enfant là et d'un adolescent, donc d'une personne qui est en croissance. Et le trouble alimentaire a un impact, des répercussions sur la croissance. Mais le livre se veut vraiment une ressource autonome à la base. En même temps, puis là, je vais répondre, tu sais, c'est comme une réponse à plusieurs branches, là. On a pensé aussi aux parents dont l'enfant était hospitalisé, parce que ça aussi, c'est des demandes qu'on avait. Où est-ce que les parents nous disaient, écoute, je me sens vraiment seule, mon enfant est hospitalisé et, ben, je sais pas quoi faire. On me dit que je n'ai pas accès à mon enfant présentement. Je peux-tu avoir de l'aide en ce moment? Je ne sais pas comment l'aider, je ne sais pas comment le soutenir. Alors là, le livre devient très intéressant pour les parents qui ne voudraient pas venir en coaching parental, parce qu'ils peuvent tout le temps venir en coaching parental, mais qui voudraient, tu sais, apprendre, qui n'ont pas nécessairement accès aux ressources de l'hôpital. Tu sais, le livre peut leur offrir ces ressources-là à ce moment-là. Autre chose, il faut, puis on l'explique aussi au début du livre, il faut tout le temps se rappeler que l'enfant, c'est pas un enfant de moins de 18 ans, c'est un enfant au sens définition, donc peu importe l'âge. C'est là aussi que ça devient intéressant. Fait que le parent que, ben, mon enfant est rendu comme à 22 ans, est-ce que ce livre-là peut être pertinent? Tout à fait. Vraiment. C'est votre enfant. Fait que c'est pertinent, peu importe l'âge. Très bon point. Mais c'était une de mes questions aussi, tu sais, si je suis un proche d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire ou de préoccupations importantes, parce que là, des fois, la remarque qu'on se fait, c'est « Ouais, mais des troubles alimentaires, tu sais, il n'y en a pas, c'est pas la majorité des Québécois qui ont un trouble alimentaire. » Non, mais les préoccupations alimentaires ou d'image corporelle, il y en a énormément. Ça peut être un très bel outil aussi pour ça, pour savoir, tu sais, des fois, on a justement dans notre entourage proche une sœur, une amie, une collègue de travail, qu'on observe des comportements qui peuvent être
on va dire, inquiétants par rapport à l'alimentation, ou par rapport à l'activité physique excessive, ou par rapport à tout ce qui est image corporelle. Puis on se demande comment agir. Oui. On parle souvent des commentaires aussi des proches par rapport à tout ça. Mais je trouvais aussi, en lisant le livre, j'avais ces réflexions-là de me dire, mais Colin, il me semble que là, on dit pour les parents, mais comme un proche, même Oui. d'un adulte qui a ces préoccupations-là, il y a plein d'outils pertinents, justement, de savoir comment intervenir ou pas intervenir, quoi dire, quoi pas dire, quoi faire, quoi. On le sait pas, dans le fond, tu sais, on le sait. Puis là, je le sais un petit peu, là, mais en tant que nutritionniste qui travaille là-dedans, mais je vais dire, en général, les gens que je côtoie, ma clientèle, ils ne savent pas nécessairement, ils se posent des questions. On a beaucoup de Oui, réponses, puis je tu trouve, sais, dans ce on livre-là. a voulu se centrer sur les manifestations problématiques. Fait qu'on n'a pas voulu rentrer dans la définition, même si on a mis des cours de définition, là, on n'a pas voulu rentrer vraiment dans un cours sur Oui, l'anorexie, un cours sur la boulimie. On a vraiment défini les manifestations. Fait que c'est quoi des préoccupations par rapport à l'image corporelle? C'est quoi des comportements compensatoires? Mais mettons, là, mon enfant, je suis pas sûre si est-tu comme insatisfaite de son corps ou est vraiment obsédée par son image? Puis là, on a mis des grilles. Puis là, on a vraiment pour aider le parent. Puis là, le parent peut aller cocher. OK, observe ton enfant, là, observe qu'est-ce qu'il fait à la maison. Puis là, on a plein de manifestations comportementales que le parent peut observer. Puis là, il va pouvoir comparer. OK, mais ça, là, ça, c'est plus une insatisfaction corporelle qu'on dirait que la grande majeure partie de la population présente. Puis ça, de ce côté-là, ben là, on est vraiment plus du côté obsession de l'image. Puis une obsession de l'image corporelle, là, tu t'enlignes plus vers le trouble alimentaire. OK, ben mon enfant, je trouve qu'il s'entraîne pas mal souvent. Ben, c'est-tu un entraînement plus activité physique comme normal ou vraiment obsédé exercice physique qu'on verrait plus comme dans de la dysmorphie musculaire? OK, bon, ben, on a mis une grille. Là, le parent peut aller observer. Puis là, ben, on a dit, OK, ben, mettons que tu l'observes, là, puis que tu dis, Colin, je pense qu'il est plus obsédé. Ben, là, c'est pas péjoratif, là, c'est vraiment un terme théorique que je dis. Bon, ben, là, après ça, on a mis comment ouvrir le oui. dialogue avec ton enfant? Parce que on s'est dit, c'est ça que les Puis, parents vont nous. Effectivement, ça, c'est une c'est question, ça c'est aussi, ça que les qu'on parents entend nous auraient souvent. demandé. Pour OK, vrai, mais oui, là, oui, là, je oui, suis un petit peu tellement. prise, là, que je fais quoi avec mon enfant? Parce que je saurais pas comment l'aborder. Ben, parfait, on a répondu à la question. Comment ouvrir le dialogue avec votre enfant? Exemple de phrase. On a vraiment été dans les stratégies vraiment concrètes. Tu sais, faut-tu que j'annule mon voyage si mon enfant a un trouble alimentaire? Faut-tu qu'on en parle à la famille? Faut-tu? Fait que là, je sors des manifestations, mais tout à l'école, faut qu'on en À parle à l'école, l'école. Fait que toutes les oui, oui, manifestations oui, problématiques pour tous les troubles très bien. alimentaires spécifiés et autrement spécifiés. Fait qu'on a même été dans l'orthorexie, qui est pas un trouble alimentaire encore reconnu officiellement, on en parle. La dysmorphie musculaire, qui fait partie des TOC, présentement, on en parle parce qu'on le sait que c'est très présent en ce moment. Fait qu'on a vraiment été chercher toutes les manifestations qu'on observe chez les jeunes de tous les âges, incluant les jeunes adultes, pour vraiment, vraiment, vraiment outiller les parents là, de gauche à droite. Là. Tout est là. Oui, puis parents Tous les et proches proches. gravitant Ouais. autour d'eux, là, vraiment, je trouve ça vraiment pertinent. Et puis je reviens à ça, le nombre de fois que je me fais poser des questions par rapport à ça, justement par rapport à l'enfant ou par rapport à l'ami ou par rapport à, tu sais, j'ai peur de faire un faux pas parce que là, on me dit qu'il faut peut-être pas trop que je confronte parce que la personne va se rétracter, mais là, je fais-tu quelque chose? Si oui, je suis la bonne personne, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? On les a, ces réponses-là. Hmm. Pour vrai, ça vaut de l'or, On là. a donc C'est peur vraiment de génial. confronter, on a peur que la personne se fâche, on a peur de créer un conflit. Puis tu sais, c'est Oui, normal parce que c'est le trouble alimentaire. Hein? Le trouble alimentaire, il fait super bien sa job. Le trouble alimentaire va isoler la personne. C'est comme un porc-épic. Hein? Le trouble alimentaire, c'est ça qu'il va faire. Fait que c'est un peu ça qu'on dit dans le livre. Alors, il faut pas le laisser faire. Fait que quand on a quelque chose à dire, c'est important de le nommer. Puis quand on observe que là, la personne se fâche, ben, elle a tout à fait le droit de se fâcher, c'est quelque chose qui la dérange. Ceci dit, mais j'observe, puis là, on nomme le fait. Donc, j'observe que tu sembles plus préoccupé ces temps-ci. Est-ce que je pourrais en parler avec toi? J'observe que tu passes plus de temps sur le pèse-personne, ça m'inquiète. En tant que parent, on a tout à fait le droit de nommer ces choses-là. C'est même important de le faire. puis c'est bon que t'en parles parce que des fois aussi, c'est qu'on a peur, pas on a peur, mais on n'est pas à l'aise avec les émotions négatives, tu sais, la colère, mais là, comment je vais recevoir ça? Comment je vais gérer ça?
je me fais revirer de bord, la personne se ferme, la personne change de ton, je sais pas, je suis pas confortable, je suis pas bien, c'est déstabilisant, c'est comme des émotions qu'on va, je les ai même nommées émotions négatives. Mais c'est Déjà, je pense normal. que même ça, c'est peut-être pas adéquat, C'est mais normal. c'est des C'est émotions. désagréable. C'est des émotions au niveau corporel qui font des sensations physiques avec lesquelles on n'est pas bien. Mais de la colère, la fonction de la colère, c'est de repousser. Alors, c'est ça qu'on ressent. On ressent cette espèce de « arrête, tu me fais du mal, va-t'en, je suis pas bien avec toi ». C'est pas le fun à ressentir. Alors, mais c'est ça qu'on peut refléter. Ah, là, je suis en train de te dire quelque chose qui fait pas ton affaire, hein? Mm-hmm. Est-ce qu'on peut s'en reparler plus tard? Aimes-tu mieux qu'on s'en reparle plus tard? C'est correct. Y a pas de problème. On s'en reparlera tantôt. Super intéressant. Ouais, vraiment, là. Ouais, puis c'est ça, c'est tout ça à revoir, à réfléchir, puis au-delà du trouble alimentaire, il y a même des trucs là-dedans qui sont Oui. super pertinents comme Émotionnel. compétences Oui. mentales et amicales. Et oui, tout ce qui est... Tu sais, je trouve qu'on est tellement pas outillés, là, en tant qu'adulte, dans la gestion des émotions, la régulation émotionnelle, dans tout ça. C'est un secteur qui est comme... C'est flou, on sait pas par où le prendre, puis ça a tellement sa place quand on doit adresser, justement, des manifestations qu'on observe, puis comment débuter, introduire cette conversation-là avec l'autre personne, c'est souvent ça qui va causer malaise, que les gens vont pas oser ou vont avoir peur de mal Mais c'est faire. correct. On va sûrement mal Exact. faire des fois, puis c'est correct aussi, mais on dirait qu'on Ben a oui, peur de parce que c'est ça me fait on a penser aux peur. parents, puis je vais m'inclure là-dedans, qui va pogner les nerfs. Hey, le nombre de fois que j'ai pogné les nerfs, c'est bien correct, mais l'important, c'est comment est-ce qu'on va faire le retour après. C'est ça qui est important. Il y a pas un parent sur la terre qui a pas pogné les nerfs une fois, là. Mais c'est important après de dire « Hey, tantôt, tu sais, je l'ai vraiment échappé. Je suis désolée. Je m'excuse. Puis je vais tout faire en mon pouvoir pour être mieux la prochaine fois. » C'est ça qui est important. Puis tu sais, tu me faisais penser tantôt quand tu disais, tu sais, ça fait réfléchir le parent. On parle évidemment des compulsions alimentaires, c'est une des manifestations. Fait que j'imagine, puis on parle du comportement de manger ses émotions parce que ça aussi c'est une autre manifestation. Fait que j'imagine qu'il y a des parents évidemment qui vont se reconnaître dans l'une ou l'autre ou les deux de ces manifestations-là, qui vont peut-être reconnaître leur enfant, puis qui vont se dire aïe aïe aïe, mais ça veut dire que moi aussi il va falloir que je travaille mon comportement ou mes comportements. Fait que ça aussi ça peut être très confrontant pour le parent, mais on l'outille puis on explique comment faire. Fait que tu sais c'est vraiment tu sais on est vraiment dans un livre thérapeutique là. Tu sais on donne l'exemple du journal alimentaire, ben Oui, pas ah l'exemple, oui, on définitivement. donne le journal alimentaire puis on explique comment faire, tu sais quand il y a une crise puis le parent qui peut outiller son enfant lorsqu'il fait une crise, mais ça l'outille aussi le parent. Tu sais d'emblée si le parent il fait une crise Oui. alimentaire, ben lui, il va pouvoir le transférer sur lui. Il va pouvoir dire, ben c'est la même chose pour moi finalement. Quand je fais une crise alimentaire, je vais pouvoir m'auto-gérer. On parle de la détresse. On donne des outils, des stratégies d'ancrage. Comment est-ce qu'on peut faire pour se gérer quand on est dans une détresse émotionnelle? Mais ce qui ressort beaucoup, c'est la notion de reprise de pouvoir, parce que, tu sais, on parlait Oui. beaucoup du sentiment d'impuissance face à la maladie, qui est le trouble alimentaire. Il y a une portion, j'imagine, de résilience dans l'histoire aussi, d'accepter que j'ai pas le contrôle puis le plein pouvoir sur le trouble alimentaire, mais j'ai quand même une partie du pouvoir, puis c'est pas je donne ça à l'équipe traitante, puis, tu sais, régler mon enfant, là, comme... arranger mon enfant, là, enlever le trouble de là, puis redonnez-moi là après, là, tu sais. Il y a une partie qui est... J'imagine en tout cas que le parent doit être impliqué dans le rétablissement, mais c'est le fun parce qu'il y a du pouvoir dans le rétablissement, en fait. Il peut faire une réelle différence, j'imagine. Je te dirais Est-ce que j'ai compris toujours, bien? parce que je te dirais même, en fait, il y en a des histoires où est-ce que l'équipe traitante a même pas été impliquée. Ça existe, ces histoires-là. Là, je te dirais, ça devient d'autant plus important que les parents reprennent leur pouvoir et soient
là, j'hésite, tu sais, mon but, c'est pas de vendre des livres, là, mais sois au courant de leur comportement d'accommodation et développe des stratégies Ah, aidantes. mais oui, Peu importe le moyen, que ce soit à travers le livre, que ce soit à travers c'est d'autres sûr. moyens, s'il n'y a pas d'équipe traitante, le parent doit quand même être en mesure de se regarder puis de mettre en place à la maison des stratégies aidantes. Mais s'il y a une équipe traitante, c'est définitivement un travail de collaboration parce que le parent, c'est l'allié principal. Tu sais, des fois, là, en fait, souvent, quand il y a un enfant, peu importe l'âge, qui a un trouble alimentaire, la demande qui va entrer, c'est « Mon enfant a un trouble alimentaire, je demande de l'aide pour lui ou elle ». Et c'est à nous, en fait, de réorienter la demande et d'expliquer, en fait, que les recherches démontrent que c'est en outillant les parents qu'on va arriver à un résultat meilleur. Puis là encore, c'est pas parce que les parents sont la cause, c'est que l'enfant n'est pas maître de lui-même. L'enfant est Non, dépendant de ses parents, même à l'adolescence. Même à l'adolescence, pendant le oui, processus d'autonomisation, oui. processus qu'on aborde dans le livre, il reste qu'il n'est pas encore autonome à 100%. Et on doit aborder la relation parent-enfant. Tu sais, there's so much I can do, là, dans une séance de 50 minutes, là. Fait que c'est le parent Mais qui c'est ça ramasse les l'affaire. crises à la maison, C'est c'est le ça. parent qui l'élève, cet enfant-là, c'est le parent. Fait que le parent Exact. qui est démuni, le parent qui fait l'épicerie, le parent qui cuisine, le parent qui a besoin d'être outillé. Je reviens aux parents d'accommodation, au comportement d'accommodation. C'est l'allié le plus important dans la vie de l'enfant, peu importe l'âge. Alors, même si, puis ça, les recherches le démontrent depuis la nuit des temps, depuis qu'on étudie le trouble alimentaire chez les enfants et les adolescents, même dans les cas sévères. C'est à la fin du traitement qu'on peut et qu'on suggère, si besoin est, une thérapie individuelle pour l'enfant. L'ado même, ouais. Ah oui, quand même. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant, ça aussi, de le mentionner, parce que des fois, c'est comme on va voir ça un peu comme la santé physique, là. C'est le parallèle que je peux faire, tu sais. On remet la problématique physique dans les mains de l'équipe médicale. L'équipe médicale fait un traitement médical pour traiter la maladie ou pas nécessairement la rétablir, mais si rétablissement il y a, tant mieux. Puis après ça, on donne des soins autour, mais c'est pas l'élément majeur, tandis que là, on est ailleurs, là. C'est pas une affaire physique que je peux retirer ou traiter Non. avec un médicament, là. C'est Ben, d'autres tu façons sais, de puis voir là, si on vraiment. fait référence peut-être à l'hôpital de jour ou l'hospitalisation, où il y a vraiment une prise en charge, là, c'est un petit peu Ouais, différent, mais même lorsqu'il y a cette prise en charge-là, ouais. quand c'est terminé, la prise en charge, on peut pas nécessairement dire que le trouble alimentaire va être rétabli. Habituellement, il y a une reprise de poids qui a été faite, lors de l'hospitalisation. À l'hôpital de jour, habituellement, il y a un peu plus que la reprise de poids. Il y a eu d'autres services qui ont été offerts, mais il y a encore un bout de chemin à faire quand la personne termine ce service-là. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a encore un bout de Non, c'est ça. rétablissement. Alors, puis des fois, en fait, je te dirais même souvent, les parents ne sont pas nécessairement au courant. Des fois, ils ont des attentes un petit peu plus élevées face au traitement. Ouais, Et ils peuvent être ouais. surpris. Tu sais, comment ça se fait que mon enfant n'est pas rétabli? Comment ça se fait que c'est pas parti, cette maladie-là? Et là, il faut faire un petit peu plus d'éducation, que c'est tout à fait normal. L'objectif de l'hôpital de jour ou de l'hospitalisation n'était pas un rétablissement à 100%. C'était de le remettre sur pied, c'était la reprise de poids. Donc, selon les centres de services, là, les objectifs sont pas nécessairement les mêmes. Ça aussi, on l'explique dans notre livre. Ça me fait penser, tu sais, justement, c'est quoi les principaux préjugés que vous voyez, vous entendez en clinique ou que tu as entendu dans la recherche du livre de la part des parents ou des proches par rapport à la maladie ou, tu sais, les principaux mythes, Ouais. préjugés ou les principaux faux pas, là, je vais comme tout mettre ça un peu dans le même bassin, là, parce que, tu sais, on parle pas d'adultes, on parle chez des enfants, des adolescents, des fois, les perceptions peuvent être Ben, un petit peu en fait, différentes souvent, c'est les aussi. mêmes que chez les adultes, là, c'est drôle à dire. Je te dirais que
le plus gros, là, puis le ça plus m'étonne. dommageable, selon nous, moi puis Annie, c'est que ce sont les parents les responsables. C'est vraiment le plus dommageable. Écoute, ça fait Ah ouais, longtemps, c'est dans le aïe, temps de aïe, aïe. Freud, cette affaire-là, là, que c'est les mères les plus folles de la gang. Là. Il disait c'était des mères, comment qu'on les appelait? Les mères schizo... Il y avait un Ah, nom pour ça, Freud. Là. Puis ça reste. Ça fait tellement longtemps de ça. On n'est plus là. On n'est plus dans cette conceptualisation-là. Ça fait, mais c'est lourd à porter et comme je disais tantôt, ça met un frein à la démarche d'aide. Les parents ont peur, plusieurs parents ont peur de se faire juger. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il y a pas, parce que je le vois sur les réseaux sociaux, j'ai fait un reel sur ce mythe-là, et il y a des personnes adultes, tu sais, qui OK. écrivent puis ils disent, écoute, tu me diras pas que mes parents, ils ont pas eu un impact sur mon trouble alimentaire, puis je me dis, ah, c'est vraiment intéressant à quel point ça fait réagir les gens. Fait que je suis pas en train de dire qu'il y a pas des comportements qui ont pas eu un impact. Évidemment, c'est multifactoriel, puis les études le démontrent. Donc, effectivement, en enfance, des comportements de régime qu'on met en place à la maison, l'image corporelle négative chez les parents, c'est un autre facteur de risque. Le trauma complexe le trauma complexe, c'est en enfance, en adolescence, c'est un immense facteur de risque. Hein, l'abus sexuel en enfance, un immense facteur de risque. C'est d'ailleurs un des 2 facteurs de risque les plus importants au niveau social. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est pas important. Ceci dit, les parents ne sont pas la cause des troubles alimentaires. Puis ça, c'est une différence très importante. À mon avis, le mythe le plus dévastateur. Un autre qu'on entend beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune guérison possible. Et ça, je l'ai même entendu récemment, des parents qui sont arrivés que l'équipe médicale leur avait dit, là, ouvrez-vous les yeux, là, vos enfants vont vivre avec ça toute leur vie, aucune guérison possible. Nous, on a choisi le terme rétablissement et non pas guérison. On trouve ça très important. Le rétablissement, tu sais, c'est guérison, là, c'est un terme médical qui veut dire là, que c'est une disparition totale de plus rien pantoute. Puis on l'explique ça aussi dans le livre, que il y a une vulnérabilité qui peut rester. Ça veut pas dire, par exemple, que le trouble alimentaire va rester. Et ça, c'est une différence très importante qui amène beaucoup d'espoir. Hey, les parents étaient déconstruits, là, puis ils étaient comme... Il y avait une impuissance. C'était comme, ben à quoi ça me sert de venir me chercher de l'aide? Ouais, Il pourquoi je était ferais des efforts, c'est ça? découragé, Mais là. oui, Fait qu'il a fallu qu'on reconstruise puis qu'on redonne beaucoup de pouvoir. Le rétablissement est tout à fait possible. Les critères diagnostiques ne sont plus présents. Ce rétablissement-là, là, est définitivement possible. Quand on parle d'une vulnérabilité, ce qu'on entend par là, c'est le fait que ça se peut très bien qu'une personne qui est rétablie, donc qui n'a plus de troubles alimentaires, dans une période de stress intense, elle, sa façon de réagir va être de contrôler son corps, contrôler son alimentation. C'est sa vulnérabilité. Fait que ça devient comme son signal d'alarme. Donc, le but, c'est d'apprendre à se connaître puis de dire, hey, moi, je réagis de même. Fait que je me vois aller. Fait que c'est très différent. On n'est pas en train de dire, t'as jamais guéri, ton trouble alimentaire est resté à l'intérieur de toi. Ceci dit, comme dans tous les troubles de santé mentale, il y a quand même un risque de chronicité chez certaines personnes. De là l'importance d'aller se chercher de l'aide le plus tôt possible. Mais ça, c'est le cas pour tous les troubles de santé mentale. Ouais. Il n'y a aucune... Tu sais, c'est la même chose pour tous les troubles. Un autre que j'entends qui est très important, c'est que c'est une phase de l'adolescence. Ça va venir par passer. Ouais, j'ai aimé ça lire. Il y a beaucoup... C'est comme une pensée un peu vieux jeu. Là. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est une pensée chez les personnes plus d'âge avancé, mais je l'entends comme vieux jeu, là, tu sais, comme que c'est juste présent chez les jeunes, que c'est des caprices, que ça va finir par passer, que ils ont juste plus... Je nomme plein de mythes en même temps, mais c'est comme tout dans le même bateau, là, tu sais, qui ont juste à manger un peu plus, là, puis à se forcer un peu plus, là, puis que c'est tout dans leur tête, ces affaires-là, là. Mais c'est une... Fait que là, on oublie, on passe à côté, là, on oublie que c'est une maladie, qu'il y a une détresse, puis que c'est beaucoup plus fort que
juste dans sa tête. Tu sais, si c'était juste une question de mange un peu plus, on s'entend-tu qu'on mettrait un bol de spaghettis puis on s'en sortirait, là? Ça n'a pas rapport, là. Puis c'est pas du tout une phase de l'adolescence. On parle pas de la même chose, là. Puis quand on entend puis tout ce que j'ai dit, on l'aborde dans notre livre, mais si on reste sur une phase de l'adolescence, on va justement attendre que ça passe. C'est extrêmement dangereux. Ben, c'est ça. Oui. Exact. Puis là, le risque est beaucoup plus grand aussi, tu sais, à long terme, même. Comme tu dis, c'est vrai, dans le fond, comme tout autre problème de santé mentale, mais je pense qu'il y a une méconnaissance encore beaucoup aussi de ce que c'est, tu sais, au même titre que, je sais pas encore aujourd'hui, mais tu sais, on recule il y a quelques années, la dépression, c'était pas, il y avait beaucoup de préjugés associés à ça. J'imagine que quand on connaît pas ça, ça va être difficile aussi de... Puis il doit y avoir une espèce de réaction normale aussi du parent de dire « Oh non, je rejette ça, là, c'est trop grave, là, c'est pas, ça va passer, ça va passer. » Je sais pas si c'est une forme d'évitement aussi en soi, mais c'est intéressant. Puis ce que tu nommais aussi, que, tu sais, comme tu disais, c'est pas juste de mettre un bol de pâte dans la face, puis c'est juste de manger plus. C'est ça qui est intéressant, puis que vous expliquez bien, puis qu'on comprend bien dans le livre aussi, au travers des chapitres, c'est que c'est pas juste une affaire de c'est un rétablissement alimentaire ou c'est pas juste un rétablissement ma relation avec mon image corporelle, c'est plus que ça. Puis tout le volet régulation des émotions, à quel point c'est important, j'ai trouvé, puis validation émotionnelle et compagnie, ça m'a vraiment frappé à quel point c'était comme, de ce que je comprenais, assez majeur aussi dans le rétablissement. Puis, oui, exact. Je veux juste revenir à ce que tu disais au niveau des mythes, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important que tu dis. Tu sais, quand j'abordais les mythes, je faisais référence beaucoup à la population, justement, qui manquait de connaissances, d'une part, mais là, tu faisais référence beaucoup aux parents qui peuvent avoir eux-mêmes certains mythes. Puis effectivement, quand on les observe chez les parents, ça peut être une réaction de défense. Puis ça, c'est tout à fait normal parce que si je vois que mon enfant a un trouble alimentaire, ben d'avoir ces mythes-là, ça peut être une réaction parce que de prendre conscience que mon enfant a un trouble alimentaire, c'est extrêmement souffrant pour moi en tant que parent. Donc, de maintenir ma pensée de « Ah non, mais c'est juste une phase de l'adolescence », ben finalement, ça me protège sans m'en rendre compte, tu sais. C'est pas une vraie protection, mais au niveau de mon ego, puis au niveau de ma pensée plus rigide, ben je suis en mode de protection finalement. Fait que c'est tout à fait normal, mais on va l'aborder, tu sais, en coaching parental, c'est le genre de choses qu'on aborde. Puis au niveau du livre, ben ça permet justement d'apprivoiser tranquillement pas vite ces connaissances-là, tu sais. Puis le deuxième point, ce que tu abordes, effectivement, tu sais, le livre, on voulait définitivement pas rester juste sur le plan connaissance, troubles alimentaires, symptômes alimentaires, image corporelle, parce qu'un trouble alimentaire, ce n'est pas que ça. Puis ça serait tout à fait normal que autant la population générale que les parents pensent, les parents et les proches pensent que ce n'est que ça, parce que c'est ce qu'on entend, c'est la définition générale du trouble alimentaire. Puis tu sais, même la définition diagnostique, c'est il y a même pas l'image corporelle dans la définition diagnostique, oui. C'est juste des problèmes alimentaires. Non, c'est ça. Alimentaire, c'est de l'alimentation. Alimentaire, mais en quelque part, effectivement, c'est une façon de gérer une détresse. Alors, c'était très important pour nous d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ce sont les fonctions, en fait. Tu sais, le trouble alimentaire, c'est une faille, en quelque part, à l'intérieur de l'enfant. Puis le trouble, nous, c'est la mauvaise herbe, hein, c'est notre analogie, la mauvaise herbe. La mauvaise herbe a trouvé cette faille-là, puis s'est dit, ah ben voilà, moi je rentre par cette faille-là et je vais aller le régler ton problème. Tu as de la difficulté à gérer tes émotions? Parfait, moi je vais rentrer par là. Tu veux pas aborder les conflits? Parfait, je vais rentrer par là. Tu veux te sentir spécial? Parfait, je vais régler ton problème. Fait que dans le fond, c'est le problème alimentaire, c'est le symptôme là, de surface. Vouloir être mince, là, symptôme de surface. Mais en dessous, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça qu'il faut aller voir. Alors, on outille aussi pour aller comprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parce qu'il va falloir l'aborder. Autrement, l'enfant va recommencer à manger, puis si on n'a pas regardé qu'est-ce qu'il y avait en dessous, bien, ça va revenir. Tout à fait. Oh, t'as compris mon analogie.
Moi, les images, ça me parle. Mais je trouve ça vraiment important de le nommer parce que, tu sais, c'est pas, tu sais, oui, tout le monde a déjà entendu parler des troubles alimentaires, tout le monde sait c'est quoi un peu l'anorexie, mais ça reste que le traitement en soi, puis la fonction du trouble alimentaire, puis le pourquoi il s'installe, pas tant que ça, tu sais, même les gens qui en souffrent, c'est pas, je sais pas, je suis pas sûre à quel point les gens comme prennent conscience de ça en tant que tel, exactement. c'est majeur, souvent, même, on pose la question, puis c'est comme, la fonction? Quelle fonction? Sont un peu surpris, puis c'est correct, tu sais, c'est pas grave de pas le savoir, on va le découvrir ensemble, tu sais. Fait que j'ai aussi l'impression que ce chapitre-là va peut-être être un petit peu plus surprenant dans le sens, je m'attendais peut-être pas à ça, c'est comme, va porter à réflexion. Ouais, moi aussi. Vraiment. Puis, selon toi, est-ce que, tu sais, là, on parle de livres qui s'adressent aux parents, puis on en a parlé que pour les adultes, c'est super intéressant aussi, tu sais, si on vit avec quelqu'un qui a un trouble alimentaire, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence dans le traitement puis l'approche d'un enfant ou d'un adolescent qui a un trouble alimentaire versus un adulte? Ben, tu sais, l'adulte est beaucoup plus maître de lui-même. Donc, souvent, ces personnes-là vont venir seules en séance. Mais ce qui est intéressant, c'est que les recherches ont démontré que même avec les adultes, l'implication des proches est vraiment très importante. Fait que je me dis que, tu sais, là, évidemment, le livre est fait pour les enfants, mais les proches, là, les conjoints, les conjointes, les parents, tu sais, c'est aidant que ces personnes-là soient outillées parce que le trouble alimentaire veut isoler. Alors, même en tant qu'adulte, quand cette mauvaise herbe-là s'installe, ben, il y a de la honte, peu importe ton âge, il y a de l'isolement, peu importe ton âge, il y a des perturbations alimentaires, peu importe ton âge. Les compulsions alimentaires, s'il y en a, ben ils se font en secret, peu importe ton âge. Alors oui, il y a beaucoup de ressemblances dans le traitement. Alors de là, l'implication des proches. Tu sais, tu parlais de commentaires tantôt, mais quand on fait des soupers familiaux, ben évidemment que c'est pas aidant que ma tante Georgette dise Hey, en tout cas, moi j'ai pris du poids cette année, puis fait que oui, ça serait peut-être aidant, tu sais, que quelqu'un, parce que évidemment qu'on n'est pas obligé de dire, de dévoiler qu'on a un trouble alimentaire, mais des fois, parce qu'on répond à cette question-là aussi, tu sais, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut le dire. Fait que des fois, c'est pas nécessairement de dévoiler le trouble, mais des fois, c'est, ben peut-être que je vais émettre une limite. Donc, ben aujourd'hui, tu sais, j'aimerais ça, ben pas nécessairement aujourd'hui, mais en général, je ne veux plus de commentaires par rapport à. Donc, c'est d'outiller comme ça, ben que ça soit pour un enfant, un ado ou une personne adulte, la limite est la même. Alors, il y a beaucoup de ressemblances. Puis des fois, tu sais, tantôt, je disais, la personne adulte est beaucoup plus autonome. Ben c'est drôle, mais tu sais, des fois, quand on va parler d'un trouble restrictif, ben la personne, elle peut avoir besoin d'aide. Donc, je te dirais même, la personne a besoin d'aide. Donc, peut-être que la personne a besoin que conjoint-conjointe prennent en charge l'alimentation pendant un certain moment pour l'aider. Puis après ça, quand que ça va être rétabli, on lui redonne ce pouvoir-là. Ben, je suis en train de te décrire la méthode Maudsley qu'on applique chez les ados, tu sais. De là, l'importance d'appliquer les proches. Mais je trouve ça... Oui, puis tu sais, on parle d'isolement, mais en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus facile de s'isoler. Un enfant ne va pas habiter seul. Un adolescent ne va pas habiter... Ben, il y a des ados qui habitent seuls, mais à partir de, je sais pas, de 16 ans, 17 ans, peu importe. Mais un adulte qui a un trouble alimentaire, ça n'a pas un conjoint ou un conjoint nécessairement, c'est facile de s'isoler. Ça éloigne les amis comprennent pas, les amis réagissent pas bien nécessairement, puis on comprend aussi parce que de se faire repousser, puis de vivre le rejet, ben on dit, bon, ben parfait, cette relation n'est plus pour moi, je vais m'éloigner. Ça isole encore plus. Fait que je trouve ça encore d'autant plus intéressant dans la compréhension, si j'ai une amie ou une proche, quelqu'un proche de moi qui a changé beaucoup, qui développe plein de comportements que je comprends pas,
je trouve que ça peut aider aussi, parce que des fois, on l'associe beaucoup à, ben, c'est sa nouvelle, c'est sa personnalité, ou elle a changé, puis maintenant, elle est comme ça, mais ça se peut que ce soit le trouble alimentaire aussi qui parle. Fait que je trouve que c'est ça peut être aidant en ce aidant. sens-là Tu sais, en aussi, même là. temps, la différence, c'est que la personne adulte, ben, étant adulte, il va falloir, elle, qu'elle regarde au niveau, justement, de sa prise en charge, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse. Tu sais, les amis peuvent comprendre, mais faudrait pas non plus qu'ils la prennent en charge. Tu sais, ils peuvent l'aider, ils peuvent la soutenir, mais ils peuvent pas, Non, c'est ça, non, c'est ça. exactement. Une Mais bonne oui, nuance. Ouais. ça peut aider Mais à ça, je trouve que comprendre. Oui, pour pas ça rentrer dans le éloigne moins. piège du trouble Ouais, alimentaire, c'est d'avoir ça. tout isolé. Effectivement. Eh oui, tout à fait. Tu le prends personnel, de dire, ah ben c'est ça, tu sais, elle veut plus me voir, tu sais, puis c'est blessant, puis ça, je sais pas, ça amène une dimension différente Oui, aussi, une exactement. compréhension différente. Puis ça devient, tu sais, quand on comprend pas, ça devient tannant. Ah, Mhm. tu sais, elle parle tout le temps de ça, puis là, elle fait tout le temps ça, Oui, puis ben là, attends une minute, oui, c'est pas elle, là. Tu sais, c'est le trouble alimentaire qui fait ça, ouais, là. ouais, je trouve ça super intéressant. Mm. En tout cas, une vraie mine d'or, honnêtement, là, je pense qu'on vous a convaincus qu'on a besoin de ce livre-là dans nos vies, là. Non, pour vrai, c'est, tu sais, il y a des choses comme ça de base qu'il faut que ça fasse partie de notre trousse de parents ou de proches, là. C'est dans le monde dans lequel on vit, dans la société où les normes de beauté sont irréalistes, les standards sont incroyables, où il y a de la comparaison, où il y a beaucoup d'accent mis sur l'image corporelle et ce qu'on dégage. Ça prend ça dans notre trousse à outils, là, tu sais. On l'entend beaucoup, là, cette impression-là d'être démunie, puis de pas savoir comment réagir, puis quoi faire, puis quoi dire, puis quoi pas dire, puis j'ai des préoccupations, comment je fais pour ne pas les transmettre à mon enfant? Il y a tellement de réponses dans ce livre-là, Mais, tu ça, sais, c'est il game y a changer. un Ouais. mot-clé qu'on a voulu mettre partout, puis faire sentir, puis c'est l'espoir. Il y a de l'espoir pour les parents, Mm. mais tant mieux. Il y a de On le sent l'espoir pour partout les dans les... parents, il y a de l'espoir pour Mm. l'enfant, il y a de l'espoir pour Oh le oui. rétablissement. Définitivement. On voulait vraiment, il y a de l'espoir jusque dans la couleur. On voulait que l'espoir, là, soit, transpire dans ce livre-là. Fait que tant mieux si tu l'as ressenti. C'était notre objectif. Oui, oui, c'est très, très positif, dans, même malgré Oui, la la lourdeur du maladie. sujet, là, c'est, on peut faire des choses, là. Oui, on peut faire des choses, on a du pouvoir, en fait, fait que ça me parle beaucoup. Merci, Grand Marie-Michel, plaisir. encore une fois, pour ta générosité, ton temps. C'est toujours des belles discussions, c'est riche. Je trouve que ça va être hyper, hyper apprécié. Puis si on veut poursuivre, euh, on t'aime, on apprend à te connaître, on te connaît déjà, puis on veut te suivre, on veut en savoir plus sur toi, on veut savoir où acheter le livre, tout ça. Bien sûr, je vais mettre tout ça dans les détails dans la description de l'épisode, mais Ben, le plus je te simple, laisse nous c'est dire où on peut te Instagram, retrouver. toujours. Je suis aussi sur Facebook, mais c'est des republications. Et autrement, j'ai ma plateforme, acceptersoncorps.com et mon courriel, marie-michel-ricard@gmail.com. Merveilleux. Puis effectivement, on peut retrouver tous tes autres livres aussi là, sur ta Oui, plateforme. Donc, tout ça va se et en retrouver dans librairie, la ce description de livre-là, Le corps pris en l'épisode. otage, est en librairie partout. Il est publié aux éditions Très Carré. Mmh. Oui, oui, il est Merveilleux. Donc, on sorti. peut Oui, déjà oui, l'acheter, là. C'est sorti. gang, courez. Courez l'acheter. C'est important de le mentionner. Fait que, merci encore une Merci fois beaucoup, pour cette Sarah. magnifique discussion. Puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.